Bonjour à tous. Hello, hello. Oh là là, j'ai toujours Bonsoir. mes problèmes de cheville là. C'est un peu compliqué à s'installer. Bonsoir, merci infiniment d'être une nouvelle fois ici avec nous ce soir pour ce que j'appelle être un marathon médiatique. Parce qu'au-delà de la Minute de Ricardo, vous pouvez suivre tous les jours et vous abonner donc au site La Minute de Ricardo pour l'avoir en exclusivité. Eh bien, il y a également donc cette émission du soir que nous avons montée avec Natacha, donc tous les soirs, 21h, YouTube, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous rejoindre et vous êtes extrêmement nombreux à venir suivre cette émission, sachant que les rediffusions, et je le dis, le redis, le re-redis, les rediffusions donc sont sur contre-révolution.fr. Contre-révolution.fr. Donc l'émission est disponible en direct, c'est déjà beaucoup. Elle est disponible dans la nuit, si vous avez un dîner ou une soirée, vous pouvez la regarder en rentrant. Disponible le matin tôt, il faut se lever tôt. Et ensuite, donc sur contre-révolution.fr, où là, vous pouvez la retrouver et faire partie du team. Nous avons créé avec Natacha aussi un WhatsApp dans lequel nous nous retrouvons de façon ultra interactive, je dirais, avec des liens très personnalisés avec les personnes qui font partie de Contre-Révolution. Contre-Révolution étant le titre du prochain livre de Natacha qui est en train de se finaliser et qui ne manquera pas de vous plaire puisque ce livre est ultra documenté, ultra passionnant et vraiment il se lit en quelques heures mais de façon très, très fluide. Elle a vraiment une écriture remarquable. Voilà, donc on va recevoir notre invité là qui est ici ce soir et que vous attendez tous, à savoir François Dubois, cet ex-gendarme. Alors j'ai fait une minute de Ricardo aujourd'hui pour vous le présenter. Je vous passe 7 minutes et après on va rentrer directement dans le vif du sujet avec lui. Voilà, tout de suite la minute de Ricardo. C'est un ancien gendarme, il a passé plus de 20 ans dans la gendarmerie. Il a décidé de la quitter et dénonce son système, le système. Comme pour la police, il ne faudra pas compter sur eux pour soutenir le peuple. C'est du moins ce qu'il estime. Alors pourquoi? C'est dans un instant sur la Minute de Ricardo après la pub. Ce qui compte à nos yeux mérite qu'on leur offre ce qui a du sens pour nous. Ambition, courage, grandeur, tradition, artisanat. Offrez un cadeau éternel. Au prix d'un grand courage, d'une foi chevillée au corps et au vu de certains événements majeurs au moment du Covid, il a décidé tout simplement de dire stop, ça suffit. Et il a claqué la porte de la gendarmerie du jour au lendemain. Il s'est reconverti dans l'éducation nationale, mais eu égard à ses convictions sanitaires affichées, faisant de lui bien sûr un complotiste, il a été viré alors qu'il était très apprécié par l'inspecteur d'académie et par ses collègues. Il a pris une véritable claque, mais au moins ça lui aura permis d'essayer de recouvrer toute sa liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de vivre en paix, mais aussi et surtout liberté de parole et d'écrire. Aujourd'hui, il ne mâche pas ses mots et vient de terminer un livre fiction, mais sûrement prophétique, sur la dictature en sourdine qui est en train d'être mise en place par ce gouvernement. Dédoublé de l'intelligence artificielle qui pourra même décider, tenez-vous bien, du sort d'un vote électoral à venir. François Dubois, c'est un type passionnant. Il est simple, intelligent, on l'écouterait pendant des heures. Il voit les choses extrêmement clairement, comme ces partis institutionnels, qui ne sont finalement que des sous-partis validés par le système en place. Ces partis dont il parle, ce sont les partis à l'heure actuelle au Parlement, ou encore ces pseudo-leaders de la résistance, placés, on le sait, par les loges, eux aussi aux mains de l'ennemi, et qui gangrènent aujourd'hui le mouvement. Aujourd'hui, eh bien, la foi a permis à François de discerner mieux que personne. Il nous livrera toutes ces vérités. Ce sera ce soir, 21h sur YouTube, la Minute de Ricardo. L'interview en direct va être passionnante. Vous comprendrez mieux le monde des renseignements et du fonctionnement de ces forces régaliennes. Merci, à ce soir. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup François d'être avec nous. C'est vraiment un honneur pour vous que de vous recevoir ici ce soir. On a bien sûr plein de Bonsoir, questions à Richard. vous poser. On avait pris contact déjà il y a plusieurs mois et vous venez là ce soir, donc c'est super. Donc on le disait dans la minute de Ricardo, vous avez décidé de quitter comme ça la gendarmerie après 20 ans.
c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, j'imagine. Alors c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, bonsoir et merci de me recevoir, Richard. Oui, donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'on peut quitter un travail du jour au lendemain et traverser la rue pour en reprendre un autre. C'est pas aussi simple, surtout dans un domaine où finalement on est très technicien, et technicien du droit, c'est quelque chose d'assez exclusif comme milieu et c'est difficile. Enfin, en tout cas, quand on est militaire dans la gendarmerie, on s'imagine toujours que la reconversion va être compliquée. C'est à la fois vrai et pas vrai parce que les militaires ont cette capacité quand même d'adaptation qui fonctionne très bien. Et on l'apprend aussi par la suite dans le monde du travail. Quand même, le militaire est assez apprécié dans le monde du travail quand on vient du milieu militaire. Néanmoins, c'est vrai que se lancer après une carrière, quand on s'est investi dans une institution quelle qu'elle soit, et tout plaquer du jour au lendemain, alors qui plus est, quand vous êtes gendarme, vous avez le logement de fonction, la famille, on déménage beaucoup, donc la femme ne prend pas toujours un travail stable. C'est pas simple de tout plaquer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ça a été un des leviers de pression les plus importants lorsqu'il a été question pour la gendarmerie d'imposer le vaccin du jour au lendemain pendant la période Covid. Ils ont beaucoup joué sur l'effet de stupéfaction et l'incapacité du plus grand nombre à se réorganiser rapidement pour avoir des réponses positives à la vaccination. Donc ça, et oui, donc pour moi, ça a été quelque chose de compliqué. C'est quelque chose aussi qui a mûri dans mon esprit. Déjà, ça s'est pas fait sur un claquement de doigts. Ça a été le fruit aussi de longues années d'observation et de désenchantement aussi, où je me suis rendu compte que l'institution était complètement verrouillée, qu'il était hors de question d'avoir une pensée éclairée et que ce qu'on appelait, nous, souvent, entre nous, une grande famille, c'est le cas dans tous les milieux militaires, souvent il y a ce côté, ne l'était pas. Alors moi, je suis fils de militaire en plus, donc j'ai grandi avec cet état d'esprit un petit peu de corps et de corporation que je n'ai pas retrouvé parce que finalement, je me suis rendu compte que dans les moments les plus difficiles, on était lâché de toutes parts, quoi. Il n'y a pas cette cohésion, quoi. C'est marche ou crève. Donc, et effectivement, l'épisode vaccinal a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, j'avais déjà beaucoup de raisons de partir puisque le rôle qu'on octroyait à l'institution n'était plus celui pour lequel moi j'étais rentré. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de jeunes rentrent pour des raisons, des causes qui sont relativement nobles à la base. Et après, on s'aperçoit qu'on est plus ou moins des instruments politiques et qu'on est de simples exécutants. Hein. C'est très compliqué. Après, il y a le rapport à la population aussi qui devient difficile. C'est très, très, très violent. Il faut subir une violence du quotidien là, je parle du métier d'enquêteur en départemental. Donc, confrontation à la mort, annonce de la mort régulière, des choses comme ça, c'est très compliqué. Et puis après, il y avait aussi ce rapport à la nation où je me disais, j'ai toujours été un défenseur de ma nation et c'est un côté qu'on retrouve en fait dans les aspects cérémoniaux de l'armée, mais une fois qu'on franchit le portail de la caserne, et ben le drapeau, ça devient quelque chose de tabou. On peut plus en parler et tout. Donc, je me disais, il y a quand même un non-sens entre les idéaux avec lesquels l'armée nous fait fonctionner et cette réalité en dehors de l'armée. Et c'est d'autant plus paradoxal que les grands chefs s'évertuent avec zèle à faire appliquer la pensée imprimée par la doxa. Par exemple, j'ai été instructeur en école. Il faut savoir qu'en école de gendarmerie, maintenant, il y a des colloques pour soutenir, avec des gens qui soutiennent l'idéologie LGBT, des intervenants extérieurs qui viennent formater les gamins dans les écoles de gendarmerie là-dessus, quoi. Alors bon, ça c'est une chose parmi d'autres, mais on est dans cette logique en fait progressiste, un peu universaliste, qui avance à contre-courant total de la souveraineté. Et plus ça va, et plus l'institution s'ancre dans des paradoxes profonds. Donc c'était vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité partir. Et puis après, il y a eu le vaccin. Alors moi, j'ai eu cette chance de tomber malade
entre guillemets, je mets chance, le mot chance entre guillemets, hein, parce que c'était pas très agréable, je dois l'avouer. J'ai attrapé le Covid 2 jours avant l'annonce de l'obligation vaccinale. Donc on ne savait pas, hein, personne n'avait de date et personne ne savait que ça allait tomber comme un coup près, quoi, la décision. Donc tout le monde a été pris de court. Mais moi, 2 jours avant, j'étais au tas avec le variant Delta. Et donc, ça m'a offert un statut dérogatoire de 6 mois qui m'a permis de rebondir et d'éviter cette fameuse piqûre. Néanmoins, j'ai subi quand même un véritable harcèlement de la part des services médicaux qui, dès le 2e mois, alors que j'avais contracté le virus, dès le 2e mois, m'incitaient vivement tous les jours en me laissant des messages sur mon téléphone et tout, à aller me faire injecter puisque ils avaient des stocks. Voilà, donc c'était une période difficile avec des chefs qui venaient en public me demander devant tout le monde si j'avais l'intention de me faire piquer, tout ça. Et j'ai vu, moi, des gens se faire littéralement persécuter au travail. Et j'ai vu aussi des entorses au droit. Et là, on parle de la gendarmerie, des entorses au droit. Par exemple, on avait des fichiers, nous, tous les chefs de service devaient remplir des fichiers nominatifs avec un état de présence. Et pour les absents qui étaient absents pour maladie, on devait rentrer nominativement et partager sur le fichier commun les causes pour lesquelles pour quelle maladie ils étaient absents et tout ça. Donc tout ça, c'est des entorses au secret médical. Enfin, normalement, on peut pas le. Et là, en fait, pour des raisons de comptabilité et pour faire remonter ça à la hiérarchie, on avait ces obligations-là, quoi. Et c'était que de ça à longueur de temps. Alors, une fois que vous avez pris la décision de partir, une décision bien sûr pas facile, on imagine, et vous venez de nous confirmer, vous avez décidé de bifurquer vers l'éducation nationale. Alors là, il y a eu effectivement la possibilité pour vous d'enseigner le droit pénal. C'est quelque chose que vous connaissiez bien. Vous êtes rentré dans ce milieu-là avec, je dirais, beaucoup de succès puisque vous étiez à la fois bien apprécié par les élèves, par vos collègues, également par l'institution, jusqu'au jour où subitement, eu égard, et je l'ai dit dans la minute de Ricardo, à vos convictions qu'on a retrouvées bien sûr ici et là affichées, eh bien on vous a mis carrément à l'écart, c'est-à-dire qu'on n'a pas renouvelé votre contrat. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer pourquoi je suis rentré dans l'éducation nationale, alors c'est un peu un concours de circonstances et ça a fonctionné un petit peu au bouche à oreille. Donc, je connaissais quelqu'un qui était professeur qui m'a dit on a besoin de quelqu'un qui soit en capacité de donner des cours, effectivement, donc qui sont de l'ordre qui relèvent du droit pénal notamment. En filière professionnelle pour la filière des métiers de la sécurité, donc au lycée, donc pour les classes de seconde à terminale. Et moi, j'avais une formation outre ma qualification d'officier de police judiciaire, j'avais aussi cette qualification de évaluateur formateur au sein du commandement des écoles de gendarmerie. Ce qui fait que je maîtrise l'ingénierie pédagogique, la gestion de groupe, etc., etc. Et j'étais instructeur et en fait on formait les autres formateurs. Donc tout ça m'a permis de pouvoir rentrer dans l'éducation nationale et effectivement ça s'est très bien passé, que ce soit en termes de gestion de classe ou autre. J'avais que des retours positifs et de la part de mes élèves et de la part de mes collègues qui venaient d'ailleurs me voir souvent pour me demander comment je faisais pour avoir des élèves alignés en rang devant ma classe avant que le cours ne débute. Mais et non pas que j'ai été un tortionnaire, mais en fait, on s'aperçoit que les jeunes ont besoin d'un cadre et qu'ils réclament du cadre après par la suite et qu'ils vous apprécient beaucoup quand vous êtes juste dans votre façon de délivrer le cadre. Et en dehors de ça, après, ça se passait très bien. Et l'éducation nationale m'a même financé des formations en vue de prendre de nouvelles fonctions. Alors, il était prévu aussi qu'on fasse une classe préparatoire dont je dirigeais la partie professionnelle pour les concours d'entrée, gendarmerie, pénitentiaire, etc. Je devais prendre aussi, il était question que je prenne un poste de professeur principal, etc., etc. Et effectivement, du jour au lendemain, j'ai reçu un mail laconique de 3 lignes qui me disait froidement, parce que je fonctionnais sous forme de contrat renouvelable, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été aussi simple.
qui me dit votre contrat ne sera pas renouvelé. Donc je reçois ça, je crois en mai, quoi. Donc quelques mois, un mois et demi avant les grandes vacances, quoi. Et là, c'est un petit peu brutal la façon de l'annoncer. Je vais pas dire le choc, parce que compte tenu de tout ce que je dis et des idées que je défends ou des choses dont j'entends faire parler, je savais que tôt ou tard, ça finirait par arriver. Bon, c'est arrivé peut-être plus vite que prévu, mais voilà, je m'y préparais. Bon, néanmoins, je les ai quand même contactés pour avoir un motif compte tenu du fait que quand même ils avaient investi de l'argent, que tout le monde m'attendait, que l'inspectrice m'attendait, que ça se passait très bien avec tous les proviseurs. J'étais curieux d'avoir leur justification. Et là, je me suis retrouvé en appelant le rectorat face à quelqu'un qui était extrêmement gêné, qui n'était pas responsable en soi de ce qui se passait de toute façon, mais qui était extrêmement gêné quand même, et qui m'a dit mot pour mot, hein, là je reprends ce qu'elle m'a dit, que c'était en raison de mes prises de position. Et donc là forcément, moi je lui demande, mais alors pour vous, dites-moi, éclairez-moi, quelles sont les mauvaises prises de position et quelles sont les bonnes prises de position, à partir du moment où vous jugez que mes prises de position ne vous conviennent pas. Et là, elle a botté en touche en me disant, mais écoutez, monsieur, de toute façon, c'est un contrat, un CDD, donc on n'a pas à motiver le non-renouvellement, ce qui est vrai sur le plan légal. Et là, elle a mis fin à la conversation. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, voilà, hein, à annoncer à moi-même, à mes collègues, écoutez, l'année prochaine, on se revoit pas, quoi. À la rentrée, on se revoit plus. Alors effectivement, il y a une période forcément de flottement, parce que après les 20 ans dans la gendarmerie, je dis ça pour ceux qui prennent effectivement l'interview en cours, plus cette période dans l'enseignement, vous vous retrouvez finalement sur le carreau. Alors on vous a fait des propositions pour aller à Paris, mais vous habitez en Corrèze, il est extrêmement difficile pour vous et votre famille de déménager à Paris. En plus, c'est pas du tout en lien ni avec votre mentalité, ni avec votre style de vie. Donc, d'aller assurer la sécurité dans une grande entreprise à Paris, c'était injouable. Donc, vous avez préféré prendre un peu de recul. Et oui. dans ce moment de flottement, plutôt que de laisser son âme complètement divaguer, vous avez pris le taureau à bras le corps et vous avez décidé donc d'écrire. Et vous êtes devenu auteur. Et le premier livre que vous avez là, du reste, le premier livre, c'était lequel? Vous pouvez nous montrer peut-être? Alors, mon premier livre, c'était Alice au pays de Lucifer. Alors, c'est celui-ci. Avec les dessins qui sont les vôtres. Oui, c'est ça, oui. C'est une couverture que j'avais dessinée en m'inspirant de la couverture de The Economist, le numéro de l'année 2019 où on voyait l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et il y avait un tas de symboles à déchiffrer, notamment en les regardant dans un miroir. Donc c'est lourd de symboles, et c'était une couverture où on voyait les 4 cavaliers de l'Apocalypse en arrière-plan, chacun représentant un gros bloc géopolitique, et celui qui représentait l'Occident d'ailleurs avait la couronne de la Statue de la Liberté et un masque chirurgical. Et ça, il fallait zoomer sur la pochette pour bien regarder. Et tout le monde peut aller vérifier. Hein. Et l'homme de Vitruve tenait des objets dans les mains, hein, comme sur la couverture du livre, dont un smartphone avec un QR code. Il avait un symbole d'ADN tatoué sur le bras. Il y avait un pangolin. Il y avait une peintre de la Renaissance italienne qui s'appelait Artemisia aussi sur la pochette. Et il y avait des tas de mots qui étaient écrits, décodés dans un miroir. Voilà, on avait aussi d'autres images qui annonçaient notamment le renversement de Trump, puisqu'on voyait son visage de profil avec la prolongation des traits du visage qui formait un drapeau américain à l'envers. Et enfin bon, il y avait plein de signes comme ça qui étaient très intéressants. Et outre les symboles qui annoncent une certaine maîtrise de la situation de la part de ceux qui sont initiés et qui peuvent déjà se permettre de mettre en avant certains symboles comme ça avant que ça ne se produise. C'était un peu l'idée de la pochette, parce que le livre, lui, aborde notre perception de la société biaisée en fait par le spectacle. C'est l'illusion spectaculaire au sens de Debord.
Et, euh, et pour ce faire, je prends l'exemple d'Alice au Pays des Merveilles, qui est une histoire justement qui, a priori, est un peu chaotique, un peu farfelue et surtout enfantine, et qui en réalité est tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle est une démonstration de logique, de symbolisme, et elle est très grave en termes d'impact et de signification. Donc elle n'a rien d'enfantine. Et donc ça, je le démontre en faisant un parallèle avec les allégories d'Alice et la société en fait dans laquelle on vit. Et le but du livre, donc moi à l'époque où je l'ai écrit, c'était un peu un exutoire parce que je vivais cette persécution liée au Covid j'apprenais de plein fouet. J'étais au départ, je voulais écrire un livre qui faisait un peu un état des lieux de la société. Et puis je me suis dit, à quoi bon, tout le monde le fait. Mieux vaut un livre accessible à tous, mais qui décode plutôt les mécanismes par lesquels nous sommes bercés dans l'illusion. En gros, l'idée, c'était de créer une pilule rouge à la Matrix pour faire comprendre au lecteur les mécanismes. Alors, celui qui les a déjà compris, il va forcément approfondir, on va dire, ses connaissances. Et celui qui se fait offrir ce livre et qui le lit en étant un peu bercé par la doxa et BFM TV, eh ben lui, ça va le réveiller. C'était le but du livre. C'était lui faire comprendre, en fait, par une démonstration logique, qu'il est le produit d'une illusion spectaculaire et qu'il peut s'en émanciper s'il le souhaite, mais ça lui demandera un petit peu de travail de lecture. Ah oui, on a fait une très belle émission sur Debord, justement, il y a très peu de temps, avec un ancien marxiste, presque léniniste, qui était complètement dans l'athéisme et qui a plongé dans le christianisme à travers une forme de prise de conscience qu'il a eue. Mais ça, on en reparlera parce que c'est aussi un peu votre cas. Alors, je ne sais pas si vous avez été marxiste-léniniste un temps, mais en tous les Alors, cas, j'ai pas été marxiste, mais c'est ma mère qui était. C'est ça. Alors, mais, voilà, bon, moi, mes parents sont des gens très simples. On en reparlera après, oui. On va suivre une sorte d'ordre logique parce que moi, je peux pas trop vous interrompre parce qu'il y a des interférences de voix et tout. Donc, je vous laisse parler. Si vous pouvez répondre de façon assez courte aux questions parce qu'on a une multitude de questions et puis les internautes aussi en posent de leurs questions. Donc, ça, c'était le premier livre. Et puis, du premier livre et du succès du premier livre et des conférences que vous avez démultipliées à travers la France, est venu donc un deuxième livre. Un deuxième livre qui est un véritable pavé de 600 pages, style Germinal de Zola, que vous avez produit donc par le biais d'une édition qui est actuellement en cours de relecture. Alors, ce livre, il est absolument fantastique. Et là, j'en ai un peu parlé, mais je n'ai pas voulu le dévoyer. Il y a un nom comme ça qui ne me vient pas à l'esprit, mais de mes enfants, ils disent à chaque fois, à propos d'un film, bon, bref. Mais disons que c'est pas de la science-fiction, mais quand même, vous parlez d'une ville laboratoire qui pourrait être la nôtre demain. C'est bien cela. Oui. Spolier. Oui. Ouais. Spolier, ouais. Alors ce livre, donc cette fois-ci, c'est ce livre que j'ai écrit. Alors je me suis beaucoup investi dans cette écriture. J'ai essayé d'y mettre, j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai voulu faire un modèle très complet et en même temps un roman captivant. Alors, je pense qu'il peut qu'il s'adressera, et en tout cas, je l'espère, parce que là, je parle sous réserve, hein, bien entendu, puisque je viens de le proposer à mon éditeur. Après, on verra la suite à donner. Mais c'est un livre qui s'adresse quand même à un public assez large, puisque cette fois-ci, c'est un roman à part entière et qui comprend, outre l'histoire qui est une forme de fiction, mais finalement si proche de la réalité que ça en est troublant, qui comprend aussi de l'enquête policière qui est ultra aussi parfois violent, parce qu'il s'inspire aussi de mon propre vécu. Il y a des choses, il y a des scènes, il y a des descriptions de certaines personnes ou de scènes très violentes que ce sont des choses que j'ai moi-même finalement entendues dans mon parcours de gendarme, dans des auditions, ou que j'ai pu voir de mes propres yeux, etc., etc. Et en même temps, c'est un livre qui amène à réfléchir
comme 1984, comme Le Meilleur des mondes, ou comme la société industrielle dans l'ère moderne de Kaczynski, peut-être en y apportant des choses nouvelles puisqu'il a été écrit à une époque beaucoup plus moderne. Donc il va aller un peu au-delà de tout ça en exploitant des concepts technologiques qui n'existaient pas à l'époque. Et après, moi, j'utilise aussi mes connaissances en matière de fichage, de renseignement, tout ça, pour construire dans ce livre un modèle de société dystopique dans lequel en fait tous les fichiers seraient croisés, dans lesquels il y aurait un contrôle social absolu au point de carrément détruire la volonté d'action des individus dans ce cas-là plus profond au sens philosophique. Alors le pitch du livre, en gros, pour faire simple, c'est une société qui serait dans notre monde actuel, donc une ville coupée du monde, abritée derrière un mur, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, et dans laquelle on aurait entretenu les gens par le biais de narratifs tous plus ou moins spectaculaires et par le biais en fait d'une information trafiquée. On les aurait maintenus dans une illusion et on aurait pu développer ainsi les mécanismes d'ingénierie sociale et de gouvernance de façon paroxystique pour vraiment voir sur un échantillon de personnes comment on applique ces méthodes pour les masses. Donc en gros, c'est un terrain expérimental cette ville et tous les habitants en sont victimes. Et j'y fais rentrer mon héroïne qui est une personne qui vient de l'extérieur et qui par contrainte va se retrouver en fait à devoir s'abriter dans cette ville. Elle va échapper à une mort pourtant certaine parce que normalement personne ne peut y rentrer, personne ne peut en sortir. Mais ça, je peux pas dévoiler ce qui s'y dit. Et après, pendant tout le livre, en fait, elle va interagir avec des gens. Donc, en dehors de tous les aspects qui sont développés dans le livre, sur le plan de l'ingénierie sociale, sur le plan de l'IA, sur le plan de la métapolitique, sur le plan de l'histoire politique aussi, qui conduit à ces grandes transformations anthropologiques, etc. Il y a aussi toutes les interactions qu'elle va vivre avec les habitants de cette ville, qui ont tous des facettes particulières, des personnalités particulières, que j'ai travaillé d'ailleurs en interviewant des gens. Si je prends l'exemple du prêtre, c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré avec un vrai prêtre pour avoir mon personnage. Je ne voulais pas que ça sorte de moi. Je voulais que ce soit les directions d'un vrai. On a un petit souci là. On a un petit souci là. Oui. Oui, là, c'est bon. Là, je pense que vous avez eu un appel là, en direct, en parallèle. Oui, c'est ça, j'ai eu un appel en direct. Oui. Alors, effectivement, oui. Oui, donc vous en étiez au prêtre là. Oui, je disais que. Oui, je vous entends. Hein. Oui, c'est bon là. Alors, on va peut-être revenir là sur la raison aussi de votre venue ce soir, mais en quoi le fait de connaître comme vous si bien, de si près les services de renseignement et également, vous nous l'avez dit, la police judiciaire, donc avec ce regroupement de fichiers, comment ça a pu vous servir, disons, pour écrire ce livre? Quel est le rapport, si vous voulez? Disons que moi, j'ai une expertise en matière surtout de droit pénal et de procédure pénale. Donc, dans le cadre légal et dans l'application des lois, que ce soit pour la qualification d'infraction ou autre, je sais faire. Je sais aussi comment fonctionnent les fichiers d'ordre judiciaire, mais après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur des fichiers qui concernent le renseignement, etc. Donc, je connais un peu les rouages administratifs. Je sais aussi quelles lois, sur le plan éthique, empêchent les interactions entre ces fichiers, etc., etc. Dans le livre, moi, ce que je développe, c'est une projection dans laquelle on a cassé les barrières éthiques, qui permet justement à terme de faire fusionner tous les fichiers et de faire interagir le judiciaire avec le fichage en temps réel. Et ça, en fait, ce sont deux choses qui fusionnent et qui fusionnent encore avec une troisième chose qui est la technologie. Aujourd'hui, on prend un chemin
qui abondent en ce sens. Si je veux un exemple récent, c'est par exemple la surveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques par drone. Pour l'instant, on la met à l'état de projet. Alors, à l'époque où le décret était sorti, j'avais dit il sera prolongé, et c'est le cas, il est déjà prolongé jusqu'en mars 2025, et vous verrez qu'il sera amené à devenir pérenne, c'est sûr. Et demain, une fois que ce jalon-là sera posé, eh ben, on mettra en interaction avec cette surveillance algorithmique la possibilité directement de combiner les algorithmes avec les fichiers comme le traitement des antécédents judiciaires ou autres. C'est sûr, c'est une évidence. On avance à petits pas, on fait cuire les grenouilles doucement dans la marmite, mais c'est comme ça. Et petit à petit, en fait, on va se diriger vers une société où le jour où vous avez vous mettez un papier par terre ou quoi, il y a un drone à 300 mètres au-dessus de votre tête que vous n'avez pas vu, qui va vous verbaliser, et vous recevrez ça à la maison sans même avoir pu rien dire. Voilà, je prends un exemple caricatural, mais c'est un peu le monde qui nous attend si on ne protège pas du point de vue éthique les données, le respect à la vie privée, etc., etc. Alors, donc, c'est vraiment un monde cauchemardesque que vous nous décrivez là. Vous nous montrez vers quoi on se dirige finalement inéluctablement là aujourd'hui, avec tous ces grands projets à venir, les jalons dont vous venez de parler qui sont posés donc, pour l'instauration d'une grande dictature. Vous la voyez venir, cette grande dictature aujourd'hui, vraiment, c'est cousu de fil blanc d'après vous? C'est-à-dire que alors le terme dictature est probablement galvaudé. Pourquoi? Parce que moi j'emploierais le terme de totalitarisme et d'État totalitaire. Parce que derrière la dictature, on a un dictateur qui est là, qui est bien identifié et qui s'accroche. Et la dictature, c'est un peu ta gueule et marche. Et on a ce dictateur qui imprime. Alors que le totalitarisme, c'est beaucoup plus pervers et plus subtil que ça, dans le sens où on a justement un État totalitaire qui est partout, qui s'immisce aussi jusqu'au cœur des foyers. Et on le voit d'ailleurs avec une forme de procès, on a la vie privée aussi qui est de plus en plus procédurière. On a même maintenant des possibilités de déposer plainte contre des gens de sa propre famille pour des petites infractions qui autrefois se réglaient de façon beaucoup moins procédurale. Toute cette société, elle devient très robotisée, très machinale. Il y a de moins en moins d'humains. Et donc là, je parlerai de dérive totalitaire parce que justement, le piège qui nous attend, c'est de rester dans l'illusion démocratique avec un totalitarisme croissant derrière. Et c'est un peu ce que je décris dans le livre, c'est-à-dire que dans cette société qui est pourtant un totalitarisme absolu, parce que c'est vraiment l'expression la plus poussée de ce qu'on pourrait vivre en matière d'atteinte aux libertés et d'atteinte à la vie privée, et ben ces gens-là, et le lecteur le comprendra très bien en lisant, ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un monde totalitaire et dans un univers totalitaire. Et le dire, c'est complotiste de toute façon. Et c'est ça le plus grand piège. Et donc aujourd'hui, on a des gens. Alors aujourd'hui, c'est Macron et demain ce sera un autre. Mais derrière, on a une forme. Alors là, par contre, on pourrait dire une forme de dictature oligarchique, effectivement, avec des gens qui sont vraiment aux manettes. Hein, je parle pas des politiques d'apparat et qui eux finalement sont invisibles et entendent le rester longtemps pour pouvoir perdurer. Parce que tant qu'on les aura pas identifiés, ce sera beaucoup plus dur de les éliminer. Et donc le piège de cette société, c'est de nous bercer de plus en plus dans l'illusion à tel point qu'un jour on soit dans un état littéralement totalitaire, intégralement totalitaire, et qu'en plus de ça, celui qui le dit passe pour un affabulateur, quoi. Là, mais on n'en est pas loin déjà, hein, on n'en est pas loin. Alors, c'est vrai que vous connaissez particulièrement bien les services de renseignement, vous connaissez très bien également l'infiltration qui a lieu actuellement dans le milieu politique. On le voit très bien à travers le système qu'ils mettent en place. On l'a dit à travers une émission la semaine dernière avec Julien Didier-Garofalo. C'est-à-dire que c'est exactement le même système pyramidal qu'ils mettent en place aujourd'hui, non seulement au sein de l'État profond, l'État qui nous dirige aujourd'hui, mais également
dans l'opposition institutionnelle, je dirais, au Parlement, avec le FN d'un côté, le RN d'un côté, et puis LFI de l'autre. Tout ça, c'est la véritable opposition contrôlée. Mais également au sein même de la résistance aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez extrêmement bien, ce mécanisme d'intrusion, en fait, de ces personnes-là dans des systèmes pour dénaturer, en fait, le système dès que celui-ci se met en place et que l'opposition devient trop vive. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu techniquement? Comment ça se passe? Oui, ben c'est quelque chose que j'ai appris, je l'ai appris à mes dépens, parce que moi, quand je suis arrivé là avec mes textes, avec mes idées, avec mon livre, bah, au début, on a parlé de moi forcément parce que j'étais un ancien gendarme, et dès qu'un ancien gendarme s'exprime à contre-courant, je veux dire tout de suite, bah, les gens s'intéressent, et quelque part aussi, ça peut leur donner de l'espoir, et c'est tant mieux parce qu'on en a tous besoin. Mais au début, j'étais plein de candeur, j'étais très naïf quand je suis arrivé là-dedans, dans ce milieu, parce que je n'y connaissais rien. Et c'est un milieu que j'ai appris à découvrir très rapidement. C'est d'autant plus difficile que les gens qui se présentent à vous, les loups qui se présentent à vous, parfois sont déguisés en véritables brebis. Et ils sont très, très doués. Donc, c'est très difficile. Et puis après, on comprend que bah, y a des structures qui existent. On comprend qu'il y a des outils de captation qui existent aussi. Moi, je l'ai vu, c'est-à-dire que bah, y a des gens qui viennent vous voir, ils vous demandent ah, est-ce que tu es intéressé par tel projet, tout ça. Alors, bon, au début, ça paraît plein de bonnes ambitions, c'est voilà, souverainiste et tout. Et puis après, bah, on s'aperçoit que on rentre dans des travaux, des trucs qui vous accaparent, qui prennent votre temps, qui sont très chronophages, et puis ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. Et là, on se rend compte que bon, ce sont des outils de captation. Non seulement ça vous fait dépenser votre énergie là-dedans et pas ailleurs, et puis en plus, ça leur permet aussi peut-être bah, de lister qui a l'intention de faire des trucs, qui a l'intention de bouger, etc., etc. C'est une pierre deux coups. Après, on le voit aussi sur les relais en matière de communication. Moi, j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait des sites qui m'avaient bloqué sur Twitter sans même que j'ai un seul échange avec eux, quoi que ce soit d'autre, mais rien du tout, quoi. Et des sites qui sont pourtant plus ou moins qui se revendiquent dans la dissidence. Je pense par exemple à Thinkerview, que je ne connais pas. Voilà. Alors je vais parler de quelque chose que je connais pas, puisque voilà, c'est juste pour dire qu'ils m'ont bloqué. Et ils m'ont bloqué, et c'est le genre de site. Mais je pense qu'il y a quand même plus ou moins un lien avec le renseignement, et je pense que les figures qui y passent sont des figures plus ou moins compatibles, même si elles ont l'air des fois d'opposition. C'est pas de l'opposition qui sera au fond réellement dérangeante. Voilà. On retrouve. C'est ce que vous dites aussi pour tous les députés quasiment aujourd'hui à l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont reçus sur les mainstream, tous ceux qui vont à la télévision aujourd'hui. Et ça, vous le confirmez. Maintenant, c'est un fait. Tous ces gens-là, pour avoir pignon sur rue, sont validés par le système. Forcément. Il ne peut pas en être autrement. Ah oui, oui. Alors le problème du système politique français, c'est que c'est un système par délégation qui a été trop loin d'ailleurs dans son concept, je pense. Et au point de dissocier littéralement la sphère politique du peuple. Alors que normalement, nous sommes dans un système à minima de représentation, puisque si on parle des assemblées, sont censées être les représentants du peuple. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le peuple. Et quelque part aussi, j'aime pas dire ça, mais c'est quand même une réalité. Il y a beaucoup de personnes dans le peuple qui sont fautives de pas dénoncer ça aussi. Et qui sont fautives aussi de se vautrer dans un certain confort de délégation, c'est-à-dire que il y a peu d'implication citoyenne, ou alors il y a peu d'engouement pour la politique chez beaucoup de Français. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, ça sépare vraiment la sphère politique du reste. Et on a des politiques qui font leur vie d'un côté et les Français qui font leur vie de l'autre. Et qui plus est, si on rajoute à tout cela la structure même des réseaux politiques et la façon aussi souterraine d'évoluer par le jeu des cooptations, des relations, des financements, des conflits d'intérêts, etc. Aujourd'hui, je pense que la France est ultra corrompue,
et elle est surtout vérolée par un système qui agit dans l'ombre, dans une absence de transparence totale. Quand le président reçoit chaque année les directives du Grand Orient de France, c'est pas normal. Les influences maçonniques dans les sphères régaliennes, c'est pas normal. Il doit y avoir une exigence de neutralité, que ce soit à ce niveau-là, que ce soit en politique ou quoi. Et voilà, on peut pas se revendiquer par politique d'un parti politique et appartenir à une loge de l'autre. Ça me paraît compliqué, d'autant plus quand on voit certaines personnes de la politique qui appartiennent à la même loge en étant dans des partis adverses. À un moment, il y a un problème, il y a une mascarade. Donc il faudrait. Et ça Oui. vous a choqué d'apprendre que les principaux leaders de la résistance sont maçons? Vous le saviez, ça? Oui, profondément. Alors je l'ai appris. Après, on l'apprend aussi par le biais des relations. On l'apprend parce que quand on rentre dans le milieu dissident, bah forcément, on est encore plus dans le jeu des réseaux qu'auparavant. Donc on est mieux informé, on est mieux et d'apprendre que des figures politiques effectivement connues sont maçons, c'est pas voilà c'est non, enfin, c'est même pas décevant, j'ai envie de dire, parce que c'est plus que ça. Pour moi, c'est une forme de trahison pour ceux qui revendiquent, en tout cas, être des véritables souverainistes, hein, parce que les idées de la franc-maçonnerie, c'est pas ça. Hein. Quand on les étudie réellement, l'universalisme maçonnique, c'est pas du tout ça. Hein. Donc là, il y a un problème réel, et surtout, ça nous amène à un autre questionnement. C'est pourquoi sont-ils là réellement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont là pour revendiquer des idées de façon honnête, ou est-ce qu'ils sont là simplement pour participer au jeu de la fragmentation, pour affaiblir justement les mouvements réels d'opposition? Et forcément, on se pose cette question. Et forcément, les faits tendent à montrer par eux-mêmes que c'est le cas, puisque personne ne se met d'accord. Moi, ce que je vois dans la politique, c'est que un véritable homme politique qui mériterait que mériteraient les Français, ce serait un homme qui est prêt à s'asseoir sur son ego pour s'allier avec tous ceux qui peuvent faire avancer une cause. Et quand on reste de façon éternelle comme ça, figé sur ses positions, comme le font Philippot, Asselineau et compagnie, à un moment, c'est pas possible. On se dit là, il y a quand même un problème, ces gars-là. Et il faut savoir quand même que les postes qu'ils occupent sont très lucratifs. Et la façon dont ils les occupent leur suffit à vivre très confortablement. Donc, ne sont-ils pas payés pour occuper ce rôle finalement, indirectement, hein, puisque c'est l'argent aussi de leurs contributeurs, mais ça, les pauvres n'en ont peut-être pas forcément conscience. Alors Asselineau, par exemple, c'est un gars qui est pétri de bonnes idées et qui a l'air très très érudit, donc c'est très bien, mais et qui en plus a été l'instigateur quand même du mouvement souverainiste en France. Hein. Mais quand j'ai vu la dernière fois une vidéo d'un homme qui lui demande justement, voilà, qui lui parle du problème de la maçonnerie, qui lui demande qu'est-ce qu'il en pense, son silence. Des fois, un silence, ça pèse plus lourd que des mots. Hein. Ça m'a troublé. Et le fait de voir Juan Branco aujourd'hui là, qui envoie un tweet annonçant finalement que Asselineau l'a contacté pour se rapprocher de lui, sachant que Juan Branco est dans la sphère maçonnique de haut rang en plus. Hein. Et quand on connaît le parcours, je vais pas refaire tout son curriculum vitae, mais de l'individu. On voit que c'est quelqu'un qui est finalement clairement compatible avec le système et que malgré ces petits effets d'annonce, ça qui balance deux, trois petites réformes comme ça qui paraissent un peu, qui donnent l'air d'être révolutionnaires, dans le fond, dans les grandes lignes, je pense que rien ne changerait réellement. Donc ça c'est un problème et qui est d'autant plus grave qu'une fois qu'on l'a constaté, on est d'autant plus désespéré quelque part. On attend la figure qui arrive et qui dit voilà, on va réunir des gens qui mettent en avant la cause et pas eux.
Alors, j'ai vu que Philippe Murer tentait de faire ça avec son mouvement citoyen. Ça peut être une bonne initiative s'il y arrive. Après, si ça échoue, bah, on reste dans cette logique où tout le monde est fragmenté et ça va pas, quoi. Ça va Ouais. pas. Effectivement, on se demande, si vous voulez, on était tellement près du but, notamment avec les Gilets jaunes. On était vraiment à une rue de l'Élysée. Tout le monde avait fort espoir à l'époque que ça puisse tourner dans le bon sens. Et puis finalement, tout a été stoppé quasiment au tout dernier moment, faute de commandement suffisant. Et donc, on s'est aperçu qu'ensuite, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dû miner cette opposition qui commençait à prendre forme et commençait à gonfler de façon imparable. Et donc, il fallait couper court, en fait, à toute révolte potentielle. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à immiscer dans cette résistance, dans cette véritable opposition, des gens qui avaient des profils de tueurs. On en a connu, nous, autour de nous, et moi spécialement, toute une embardée de types qui sortaient de prison et que, en fait, l'État a utilisé pour essayer de torpiller ce milieu-là. Il y a eu également donc ces politiques qui ont fomenté un peu leur force avec leurs militants, tout en clivant en fait à travers les différents partis cette résistance en différents mouvements. Et puis il y a eu effectivement ces quelques télévisions qui se sont créées pour essayer de faire effet de diversion, quoi. Et donc ça, c'est vraiment des techniques que vous connaissez bien, vous, dans la gendarmerie, dans la police, dans laquelle vous avez pratiqué et où vous avez été éduqué. Ça, vous connaissez ça par cœur, en fait. Donc ça ne vous Bah, surprend pas. oui. Enfin, vous prenez un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est une véritable partie d'échecs ce qui s'est joué là, parce que les pions, les pièces utilisées par le gouvernement étaient diverses et variées pour briser le mouvement. Et il y a un outil qui est très très efficace pour ça, c'est les antifas aussi. Si vous voulez détruire un mouvement, vous mettez les antifas dedans, ils vont vous rendre service, hein, il n'y a pas de problème, hein. Les antifas qui se comportent d'ailleurs comme de véritables milices fascistes, violentes et armées, hein. Et on a vu pendant les Gilets jaunes que les policiers recevaient des instructions du préfet de Paris pour pas intervenir, pour les laisser briser face caméra. Et là encore, hein, j'en reviens à cette société du spectacle parce que il faut pas prendre un facteur isolé comme ça, mais la combinaison de tous les facteurs. C'est-à-dire que si les antifas sont là, c'est pour être filmé spécifiquement par les médias et mis en avant par les médias. C'est une forme c'est une autre approche du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est ça. Le terrorisme, c'est semer la terreur avec un message derrière. C'est pas semer la terreur tout court. Le terrorisme, il n'a pas de sens s'il n'y a pas de message derrière. Donc, il y a une utilisation en termes de communication. Et les antifas, on peut dire qu'ils sont utilisés un peu comme un mouvement de terreur. Et ils ont brisé les gilets jaunes comme ça, entre autres, hein, entre autres. Mais après, il y a pas eu que ça, hein. Il y a aussi le fait de mentir par omission, c'est-à-dire que quand on veut cacher quelque chose dans la presse, à un moment, on finit par ne plus en parler. Les gilets jaunes, c'était un mouvement qui s'étendait sur la longueur, et à la fin, quand ils se sont aperçus que ça commençait à durer, ils ont petit à petit occupé moins de temps d'antenne. Et le peu de temps d'antenne qu'ils occupaient, c'était pour montrer des casseurs. Donc finalement, les journalistes participent à décrédibiliser tous les mouvements. Ça, c'est une évidence. Donc ça fait partie des techniques effectivement de communication qui sont employées par ce système. Maintenant, en ce qui concerne les gilets jaunes, oui. Oui, pardon. Finissez. Non, j'allais dire, en ce qui concerne les gilets jaunes, il y a aussi la nature même du mouvement qui a contribué à son extinction. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui n'a pas été correctement anticipé, je pense, et qui a souffert de plusieurs lacunes. Alors, la première, c'est peut-être son manque d'organisation, son absence de structure. Puisque effectivement, quand on envisage un renversement, quel qu'il soit, hein, d'ordre révolutionnaire, on peut pas se contenter de dire on va tout casser, on rentre à l'Élysée et après voilà, après on fait quoi? Si on n'a pas en fait une administration qui
qui est déjà constitué avec des personnes qualifiées à mettre en place pour faire un relais immédiat, ça sert à rien d'aller au casse-pipe pour tout casser et puis repartir. Ça ça manquait aux Gilets jaunes. Et d'ailleurs, c'était un problème puisque eux-mêmes ne voulaient peut-être pas de leader. Donc c'était. Et l'autre souci, il est plus d'ordre, je pense, conceptuel. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'est un peu une volonté à la fois paradoxale de vouloir renverser un système tout en le préservant. C'est-à-dire que les revendications n'étaient pas un changement de paradigme total, mais plutôt une amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire mettre un peu plus de grains dans la main qui vous nourrit, mais en gardant la main, sans la couper, quoi. Donc, est-ce que ça, c'est réellement faisable? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, si on envisage un mouvement révolutionnaire réel, un grand mouvement social, il faudra peut-être aussi qu'il envisage un changement de paradigme sur le plan politique, et à savoir vraiment aller faire le ménage là où il faut le faire, et puis peut-être réfléchir les institutions de façon à ce qu'elles redonnent plus de pouvoir au peuple. C'est ça. Donc, avant de reconstruire, il faut déjà nettoyer. C'est ce qu'on essaie de faire pour repartir sur des bases relativement saines. Aujourd'hui, le pouvoir est face à un chaos le plus total, quoi. C'est hallucinant de voir ce qui se passe. La rue ne bouge pas pour l'instant. Comment sentez-vous et percevez-vous les choses alors que tous les voyants sont au rouge aujourd'hui? Alors, c'est jamais simple parce qu'en France, comme on l'avait dit, les gilets jaunes, par exemple, c'est parti d'une augmentation du carburant, alors qu'il s'est placé plein d'autres choses qui auraient pu déclencher le mouvement auparavant. Et puis, on sait pas pour quelle raison. Bah là, paf, ça part. Donc là, c'est aussi le jeu des dynamiques de groupe, ce qu'on qualifierait en ingénierie sociale de dynamique de non-pensée de groupe, justement, des fois avec une petite impulsion de départ et ça peut partir. C'est vrai qu'aujourd'hui tous les voyants sont au rouge. Les gilets jaunes, bon, ça s'est pas fait sur un claquement de doigts. Il y a eu les bonnets rouges, il y a eu d'autres mouvements, il y a eu d'autres tensions. Donc c'est un peu comme une marmite, bon, qui se met à bouillir. Ben, à un moment, on sait pas quel est le moment précis où ça va déborder de partout. Et là, bon, bah pour les gilets jaunes, c'est dur d'anticiper. En ce qui concerne la situation actuelle, je pense que nous vivons effectivement dans une époque là où tous les voyants sont au rouge. Ça, c'est une évidence. Les gilets jaunes sont sortis pour un carburant à 1,5. Aujourd'hui, il est à 1,9, hein, mais voilà. Il y aura peut-être effectivement un ras-le-bol. Pour l'instant, les Français sont à la fois peut-être dégoûtés, peut-être blasés aussi, mais aussi accaparés par le spectacle politique, le triste spectacle politique qui s'offre à eux. Donc, est-ce qu'ils sont dans une phase d'observation en se disant justement, là c'est le bordel, c'est le chaos, ça va s'écrouler, ou alors qui c'est qu'on va nous mettre à la place? Il y a peut-être de l'attente. Bon, quoi qu'il en soit, ils seront déçus, hein. Ça, il faut pas se leurrer. Mais on aura tôt ou tard de toute façon d'autres mouvements, d'autres explosions. Maintenant, j'ai toujours pensé que nos dom-toms, enfin les drom-toms, les drom-coms, pardon, ont un rôle. Ça peut venir de là. Auront un rôle. Ça peut venir de là, en fait. La contestation peut venir des dom-toms, d'après vous. Auront un rôle très important dans les mouvements sociaux à venir. Pourquoi? Il n'y a qu'à observer leur attitude lors de certaines phases d'oppression, notamment pendant le Covid, où on interdisait l'accès aux non-vaccinés, aux hôpitaux, tout ça. Si on prend les exemples de nos concitoyens en Martinique ou en Guadeloupe, ce sont des gens qui ont été exemplaires en matière de défense des droits de l'homme et de leur liberté. Et c'est des gens qui n'ont pas hésité justement à se battre pour les défendre. Et moi, ce que je vois, c'est que là-bas, en termes de gestion de personnel, notamment gendarmerie mobile, parce que c'est eux qui se déplacent quand il y a des troubles comme ça,
eh ben c'est très comment dire, c'est très consommateur de personnel. Si un jour vous avez un mouvement social qui s'initie donc dans les îles, comme on l'a vu en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et qui s'étend sur la métropole, ça peut être extrêmement complexe à gérer. Si on prend l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, c'était 7 escadrons sur place en permanence. Ils ont dû passer à 20 escadrons pour gérer la situation. Alors imaginez ça un peu partout dans les pays outre-mer, enfin les départements outre-mer et sur le territoire métropolitain, ça peut être très compliqué et d'autant plus compliqué qu'il y a d'énormes difficultés structurelles au sein de la gendarmerie et de la police en termes d'effectifs et de renouvellement des effectifs. Ce qui fait que on peut avoir une situation vraiment tendue. Et qui dit situation tendue en termes de gestion de personnel dit avoir recours à des moyens extraordinaires. Et qui dit avoir des recours à des moyens extraordinaires dit avoir aussi prendre le risque d'avoir une réponse en face d'ordre extraordinaire. Il faut savoir que la gendarmerie accuse énormément de départs chez ses cadres. Moi, j'en fais partie. Je suis parti en 2022, donc c'est quand même pas vieux. Donc c'est gradé. Hein. C'est ce qu'on appelle la désertion. Il y a beaucoup de sorties et de désertions, hein, c'est ça? Oui, bah, par exemple, pour l'année 2022 où je suis parti, je crois qu'il y avait plus de 20 000 cadres qui sont partis ou quelque chose comme ça. C'était colossal. C'était beaucoup, vraiment beaucoup. Et il y a un autre problème derrière, c'est la difficulté du recrutement, parce que c'est un métier qui fait de moins en moins rêver. Et c'est un recrutement de plus en plus faible en termes de qualitatif. Il faut le dire, hein, les jeunes qui se présentent n'ont plus forcément le niveau d'avant, au point qu'on est obligé de baisser les critères de recrutement. Et donc, on se retrouve aussi avec des jeunes qui rentrent sans vocation particulière et dont beaucoup partent lors des 3-4 premières années de service. Alors, je vous laisse imaginer les trous à l'emploi que ça crée et que ça génère, sachant qu'en plus, vous avez des départs de cadres qui nécessitent quand même que pour être renouvelés, que les gens soient formés, qu'ils aient une certaine expérience. On ne vient pas grader du jour au lendemain. Donc, c'est très compliqué dans ce contexte-là. Et si le contexte devient vraiment houleux, alors on peut se projeter sur des choses. Ben, ça peut être réquisitionner l'armée, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être, par exemple, avoir recours, comme le prévoient les textes, à ce qu'on appelle l'Euro-Gendarme, qui est une force que peu de monde connaît, qui est une force européenne de police qui peut exercer des fonctions régaliennes sur le territoire français, puisque la France fait partie des signataires du traité de Velsen, donc qui sont 8 pays européens comme ça, je crois 7 ou 8, dont les polices peuvent travailler en coordination sur leurs territoires respectifs. Donc dans une situation comme ça, on peut avoir jusqu'à un renfort de 2000, 3000 hommes de police étrangère qui viendraient prêter renfort. Il faut voir aussi le degré d'acceptation de la population. Est-ce que ça pourrait engendrer derrière comme augmentation de la colère? Voilà. Donc là, je me projette sur des scénarios qui sont très tendus, mais qui ne sont pas inenvisageables. Et donc, effectivement, on est dans un pays qui n'est pas serein en termes de stabilité à l'heure actuelle. Alors, justement, la grande question que les Français se posent, alors, il paraît-il qu'on ne m'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais là, on me signale dans le chat et tout ça qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, je vais essayer de parler fort. Voilà. Mais est-ce que vous pensez réellement que la police aujourd'hui et la gendarmerie peuvent contribuer à soutenir le peuple ou pas? Visiblement pas, c'est ce que j'ai dit dans la minute de Ricardo. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre position sur le sujet, qui est une position très attendue pour quelqu'un qui connaît bien cette institution, en tout cas la gendarmerie de l'intérieur? Pourquoi aujourd'hui, alors que le peuple, à 90%, je pense vraiment, les sondages disent
65 ou 70, mais c'est à 90%. Le peuple est contre ce gouvernement, le peuple est contre ce président de la République. Donc comment vous expliquez que la police et la gendarmerie ne prennent pas fait et cause pour le peuple aujourd'hui, si vous voulez? C'est ça qui est absolument hallucinant dans ce qu'on voit aujourd'hui. Et que les principaux leaders maintenant, ou les résistants sont arrêtés les uns après les autres. Bon, on en reparlera après, mais c'est quand même quelque chose de dingue ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Alors là, je vais être très réaliste et très objectif. J'espère ne pas décevoir les gens qui mettent un espoir là-dedans, parce que pour moi, je pense que il y a un espoir, mais il faut le concevoir d'une autre façon. Mais en ce qui concerne les forces de l'ordre, effectivement, c'est plurifactoriel. Alors le premier, il est purement professionnel, c'est-à-dire que en toutes circonstances, ils sont censés être dans leur rôle, c'est-à-dire nous on les voit comme défenseurs d'un système politique et finalement d'une caste, ce qui est une réalité. Mais la plupart ne se voient pas comme ça, ils se voient simplement garants du bon fonctionnement des institutions. Donc il y a déjà cet aspect-là pour lequel la plupart se sentent missionnés. Et puis après, il y a cette organisation typiquement militaire. Alors comme je l'ai souvent dit, l'organisation, la société militaire est une société à part entière, une société à part. Alors c'est valable peut-être aussi pour la police, mais la police c'est d'autres problèmes avec d'autres interactions, notamment les syndicats, la politique, c'est plus nébuleux. En ce qui concerne la gendarmerie et les armées, c'est un système c'est une société à part et qui est intégralement totalitaire dans son fonctionnement. Là, il y a pas photo, hein, le fonctionnement de l'armée est un totalitarisme. Mais par contre, c'est justifié pour des tas de raisons, des raisons de discipline, d'obéissance, de loyauté, etc., etc. Le problème étant que cette institution est ultra hiérarchisée, et c'est un peu le principe d'ailleurs de toutes les dictatures, c'est-à-dire que vous avez énormément d'échelons d'exécution dans la structure. Et tout ça, c'est fait pour déresponsabiliser au maximum. C'est-à-dire que tout le monde se voit confier des responsabilités qu'il estime importantes à son échelle, mais dans l'échelle globale, personne n'en a de grosses. Ce qui permet au pouvoir d'ailleurs d'être serein. Et en même temps, à cette institution. C'est la Boétie qui décrit ça merveilleusement bien. Oui. Il avait moins de 20 ans quand il a décrit tout ce système-là, en fait. Oui, c'est de la servitude volontaire, oui. Et donc, alors, oui, je disais donc très hiérarchisé. Et dans le même temps, c'est aussi une machine incroyable à cultiver et à flatter les égos. Parce que pour réussir dans ce système, il faut pas être bon, mais il faut être un parfait exécutant et répondre du mieux possible aux doléances de son chef. Donc, à partir de là, on est récompensé, on reçoit les lettres de félicitations, les médailles et tout, mais peu importe le fond, c'est juste le respect de la forme qui compte. Et donc, on se retrouve avec des gens pas toujours compétents, mais qui ont des profils de carrière brillants, parce que ce sont de très bons exécutants qui obtiennent de très bons résultats, et notamment les résultats attendus. Bon, bah ça c'est pas un scoop, mais c'est quand même un premier frein. Et l'autre frein, c'est que dans ces hiérarchies, au sein de cette hiérarchie très très vaste et très diversifiée, plus on monte, plus on s'aperçoit que c'est un jeu de relations, de cooptation et très souvent d'appartenance à des réseaux. Et notamment, les réseaux maçonniques, ça peut aider. J'ai vu des officiers très catholiques traditionnalistes, pourtant saint-cyriens, parfois avoir des difficultés de carrière que d'autres n'auraient pas eues. Et quand bien même on rencontre pas forcément toujours ce type de profil, ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont souvent les plus fervents défenseurs, ou du moins les plus zélés du discours imprimé par la doxa. Et notamment ceux qui se contentent de répéter ce qu'on voit sur BFM et tout ça. Moi, j'ai vu des officiers subalternes et supérieurs répéter bêtement ce qu'ils voyaient comme sur BFM et avoir ça pour seule référence d'analyse d'une situation, quoi.
c'est juste affligeant, c'est concernant le niveau. On se rend pas compte du niveau. Et ce sont ces gens-là qui commandent après, derrière, le reste des subalternes. Donc, moi, ce que j'en dis de tout ça, c'est que avec ces gens-là, ce sera très compliqué d'attendre que ça bouge et que du coup, le système est tellement scindé et tenu et divisé et pyramidal que ça peut pas venir de la base, puisque le premier de la base qui l'ouvre est immédiatement repéré et neutralisé. Et moi, par exemple, qui avait des choses à dire, je les ai dit. J'ai commencé à écrire mon livre d'ailleurs quand j'étais d'active, juste avant que je parte. Mais je suis parti parce que si j'avais fait ma première émission sur YouTube en service, ça n'aurait strictement rien changé. Mon message aurait été le même et j'aurais dégagé dans la semaine qui suivait. Donc ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Je me serais retrouvé à la porte. Au lieu d'être parti de moi-même, j'aurais été viré. Donc c'est compliqué. Et dans un second temps, on peut aussi avoir cette réflexion que j'ai eue par la suite, moi, avec le temps, c'est-à-dire de me dire, si un jour, on a des gens comme vous et moi, qui aimeraient que la gouvernance travaille pour le peuple, et d'ailleurs que ce soit le peuple qui se gouverne, c'est le principe même de la souveraineté, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain, c'est pas une oligarchie qui décide pour nous en fonction de ses intérêts. Le jour où on arrive à ça, je pense que nous, on souhaiterait aussi que nos militaires, nos gendarmes restent neutres et ne fassent pas un putsch. Alors, c'est un point de vue qui peut faire débat, mais c'est une réalité. Et là où c'est tordu et là où c'est pervers, c'est que justement, dans ce système très infiltré par la maçonnerie, bah oui. c'est justement ce qui pourrait se passer si nous prenions le pouvoir. C'est-à-dire que là, les forces de l'ordre auraient des chefs qui seraient idéologiquement en capacité de fomenter, avec les financements et l'oligarchie qui est derrière, un coup d'État, et notamment comme ça s'est vu d'ailleurs dans tous les pays nationalistes qui vont à l'encontre en fait des velléités mondialistes, qui sont souvent brisés de l'intérieur par des coups d'État. C'est exactement ce qui pourrait se passer en France si un pouvoir souverain reprend les rênes sans faire le ménage. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut. Donc, le vrai problème pour vous, c'est l'ennemi numéro 1 à abattre aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie, on peut le dire. Il n'y en a pas d'autre. Alors, on parle de la franc-maçonnerie en tant que porte-étendard de toutes ces sociétés occultes. Donc, effectivement, il y a la franc-maçonnerie, mais j'ai presque envie de dire que il faut considérer en fait l'ensemble de ces factions occultes qui interagissent dans l'ombre. Voilà, oui, Bennett and Berry, tout ça. La scientologie et tous ces mouvements-là. La scientologie fait partie, en fait, de ces mouvements-là à dénoncer. En fait, oui, parce que moi, je fais des constats, mais je réfléchis aussi à des solutions qu'on pourrait apporter. Ça, c'est bien. Et la France, c'est selon moi tristement distinguée par sa loi de séparation de l'Église et de l'État. 1905. Je pense que la France devrait plutôt s'attacher à ce qui fait ses fondements culturels, justement, pour préserver son identité, pas se noyer dans le bougli-boulga mondialiste. Mais par contre, une loi qui viserait ce genre de société occulte et qui instaurerait un principe de séparation entre ces sociétés et toutes les institutions, quelles qu'elles soient, du moment qu'elles sont d'ordre régalienne, que ce soit la sphère politique ou alors la sphère des armées ou la sphère des forces de l'ordre, tout ce qui est du domaine régalien et qui peut avoir une influence sur le peuple et les conduites à tenir vis-à-vis du peuple, il devrait y avoir une loi qui pénalise. Donc là, je parle sur le plan pénal, qui crée une infraction pour les gens, un conflit d'intérêts en quelque sorte, pour ces gens qui font partie de ces sphères occultes et qui en même temps sont dans ces fonctions-là. Alors pourquoi je dis ça d'ailleurs et pourquoi je vise pas la franc-maçonnerie en particulier? Tout simplement parce que si on vise la franc-maçonnerie en particulier,
48 heures après, il s'appelle autrement et il continue à faire la même chose. Donc, il faut développer sur le plan du droit un texte qui vise, qui décrive parfaitement, parce que c'est aussi le principe de droit romain en France, c'est-à-dire que toutes les infractions ne sont qualifiées qu'en vertu de ce qui les constitue en termes de mots choisis. Hein. Chaque mot a son importance et chaque élément est constitutif de l'infraction. Il faut qualifier correctement ces sociétés secrètes, entre guillemets, de façon à les pénaliser, donc à créer une infraction pénale qui les vise dès lors qu'elles interagissent avec la sphère régalienne. Voilà, donc ça veut dire que les gens qui sont généraux en gendarmerie et francs-maçons, demain on les fout à la porte, tout simplement. Et ils vont travailler dans le privé. Et là, et ça c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Parce que on peut pas, on n'arrivera jamais. Il faut être réaliste. Hein, on n'arrivera jamais à éradiquer ces mouvements-là. Parce que d'ailleurs, ils sont par essence secrets, donc ils continueront toujours à exister de façon clandestine. En revanche, il faut agir sur les terrains sur lesquels on peut agir, c'est-à-dire avoir la vision parmi les gens qu'on embauche et tout. Donc oui, dès qu'on sait que quelqu'un est dedans ou dès qu'il est suspecté d'eux, paf, enquête en vertu d'une infraction qui existe. Et après, on passe devant un juge et qui décide de la peine encourue, comme pour n'importe quelle infraction, tout simplement. Ça, c'est une bonne solution, effectivement. Et alors, on aura bien compris, on est déjà à 1h10 d'émission, donc j'avais promis de ne pas dépasser 1h15, mais on va peut-être légèrement poursuivre parce que vous êtes tellement intéressant qu'il y a tellement de gens qui nous rejoignent malgré tout ce qui se passe en parallèle en Allemagne, puisque vous savez qu'il y a eu un attentat terrible là, ce soir en Allemagne qui rappelle étrangement celui de Nice avec une voiture bélier qui serait rentrée, d'après ce que j'ai pu comprendre et lire en parallèle de ce que vous pouviez nous dire là il y a un instant, un attentat terrible en Allemagne avec déjà à minima une dizaine de morts, mais on va en compter plus, 80 blessés, une voiture bélier qui est rentrée dans la foule lors d'un marché de Noël. Donc la situation extrêmement tendue en France, extrêmement tendue au Canada, extrêmement tendue dans différents pays européens aujourd'hui, en Espagne notamment avec la politique là aussi qui bat de l'aile, en Allemagne notamment, on le disait il y a un instant avec le pouvoir en place de Scholz qui est en train de chanceler et un mouvement qui est en train de poindre à un mouvement nationaliste, souverainiste, qualifié bien sûr et indûment d'extrême droite, mais c'est un mouvement qui, en tout cas, l'aval d'Elon Musk. Je lisais cet après-midi qu'Elon Musk disait que l'Allemagne ne pouvait se reconstituer que si l'AfD arrivait au pouvoir sur place. En France, on ne voit pas poindre ici et là de résistants forts et puissants. On l'a dit tout à l'heure, les principaux leaders sont maçonniques, donc il est très difficile de pouvoir compter et miser sur eux, mais nonobstant le fait qu'ils soient maçonniques, on ne voit pas poindre des énergies fortes dans l'opposition ou dans la résistance. Alors, est-ce qu'il faudrait, comme le pense Alexandre Havard, qui est vraiment un type très intelligent qu'on a invité sur notre chaîne et qui est un intellectuel sans nom et qui, lui, a les choses très claires dans sa tête, lui dit il faut que le système s'écroule complètement pour voir ressurgir en quelque sorte une sorte d'âme venue du ciel à la Jeanne d'Arc, presque à la De Gaulle, qui puisse venir sauver le pays. Est-ce que vous pensez que c'est ça ou vous misez plus sur des mouvements citoyens, une sorte de coercition de ces mouvements qui existent aujourd'hui, qui sont puissants dans la résistance et qui pourraient naître et voir le jour, mais des mouvements auxquels il manque singulièrement de leaders aujourd'hui affichés. Comment vous voyez les choses exactement dans cette configuration? À mon sens, la vision de l'homme providentiel est trop simpliste. Je pense que, alors, effondrement ou pas effondrement, est-ce que nos gouvernants feront en sorte que laisseront le système s'effondrer? J'en suis pas si sûr. En tout cas, ils éviteront au maximum, dans le sens où ils resteront toujours en capacité, ils feront toujours en sorte de rester en capacité de conserver la main. Ils vont le faire jusqu'au bout, ils vont se battre jusqu'au bout. Le pouvoir, c'est non seulement une question d'emprise, mais c'est aussi une question de survie. Le pouvoir est très lié à la notion de survie
Et quand on parle de pouvoir, d'ailleurs, on parle souvent comment dire, on sort dans le pouvoir, on sort du champ légal quelque part. Le pouvoir, ça va au-delà de ça. D'ailleurs, les gens qui ont le pouvoir, et notamment à l'heure actuelle, s'émancipent beaucoup de la loi. Ils s'en fichent. Et à un moment, d'ailleurs, pour lutter à armes égales, la question c'est est-ce qu'on peut lutter à armes égales en restant dans le cadre de la loi? C'est comme vouloir sortir d'une matrice en obéissant à ses règles. C'est compliqué. Ça me paraît difficile à réaliser. Alors, effectivement, il y a des chances qu'un un jour qui viendra, probablement, compte tenu du contexte, il y ait un chaos suffisant et qu'il y ait possibilité à ce moment-là de pouvoir reprendre la situation en main. Le plus gros risque, qui est vraiment non des moindres, hein, c'est que ce soit une opportunité pour un contrôleur d'opposition d'intervenir et de sauver la mise finalement à la gouvernance. Ça, c'est le plus gros risque. Et pour éviter ce risque, il faut un mouvement qui anticipe déjà la situation, qui soit constitutif d'une administration prête à prendre le relais avec des gens suffisamment qualifiés dans les postes stratégiques clés pour pouvoir immédiatement prendre le relais. Donc, ça veut dire, déjà, dès aujourd'hui, là, il faut réfléchir à ça et il faut constituer, en fait, un mouvement. Alors, tout à l'heure, oui, je parlais de Murer qui fait le mouvement politique citoyen. Ça peut être intéressant, je trouve, comme démarche, en tout cas, d'avoir un mouvement comme ça qui est prêt à en mesure 2, pourquoi pas. Mais après, il faut avoir l'adhésion des gens, quoi. Il faut, c'est toute la complexité pour pas être un de plus parmi les autres. C'est ça la difficulté. Alors, est-ce qu'il faudrait pas des figures, justement, un renouveau, plus de figures politiques, des gens qui viennent d'en bas aussi un peu moins d'élitisme, moins de gens qui arrivent en sauveur et puis qui sortent en fait de l'ENA ou qui ont fait des voilà. Il faudrait peut-être ça. Mais en tout cas, tant que cette structure n'a pas été créée, il faut qu'elle le soit avant qu'il se passe quoi que ce soit. Parce que sinon, ça fera comme les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on casse tout. Peut-être même qu'on ira plus loin, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'Élysée, mais qu'après, il y aura plus rien. Et qui va prendre le relais derrière? Ce sera des gens qui sont déjà formés. Et ils auront été formés par qui? Je vous le laisse deviner. C'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, effectivement, le jeu politique est complètement verrouillé. Le problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'on peut plus l'intégrer sans être coopté. Et aujourd'hui, si qu'on fasse partie de l'extrême gauche, LFI ou de l'extrême droite, alors soit dit en passant, Mélenchon, il est au Grand Orient de France depuis 83, c'est ma date de naissance. En fait, on pense s'inscrire dans un truc hors système, alors qu'au contraire, on fait le jeu du système, puisqu'on a les deux extrêmes qui servent de repoussoir mutuel vers le centre. Et ce centre, quelque part, qu'on soit du Parti socialiste ou des Républicains ou des partis centristes, c'est les mêmes programmes, ils obéissent aux mêmes personnes, à la même oligarchie. Ils se battent sur fond de petites bulles sociétales comme ça. Alors, il y en a qui vont être plus libertariens, d'autres qui vont être un peu plus conservateurs. Mais tout ça, c'est de la pipe. Parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, on voit que les objectifs sont les mêmes, qu'ils convergent tous. Et là où c'est le plus visible, et c'est ce qui fait aussi en ce moment, parce qu'en ce moment, les moments de tension, les moments de difficulté ne cessent d'augmenter. Et donc, ça sert aussi de révélateur. Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, ils convergent tous dans ces moments-là, ils convergent tous ensemble. Alors, si on veut prendre l'exemple le plus flagrant, ça a été sur la vaccination et le Covid. Je veux dire, qui a défendu les intérêts du peuple et les libertés fondamentales? Là, on a vu que tout roulait et tout ça chapeauté ils roulaient tous ensemble et chapeauté par les médias en plus. Donc, et c'est à chaque fois comme ça. Donc, là, on a des premiers ministres qui se succèdent les uns derrière les autres, et c'est marrant quand même de remarquer qu'en termes d'éléments de langage, les journalistes parlent très peu de cohabitation aujourd'hui.
Bon, c'est un mot qu'on n'emploie plus. Pourquoi? Parce que finalement, qu'on mette Bayrou ou qu'on mette l'autre, là, c'était Barrier, je crois, je sais plus. Barnier, oui, Barnier. Mais Barnier, maintenant, c'est ça, Barnier. c'est pas la cohabitation, c'est l'arc républicain qui n'aura pas, Voilà, c'est ça. qui a volé en En éclats. réalité, on emploie même plus ce mot-là parce que ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, on ne le fait pas. On a en fait un centre qui est un centre progressiste atlantiste qui défend ces idées-là actuellement au sein d'une Europe atlantiste qui se retrouve de plus en plus isolée d'ailleurs puisqu'il y a une montée des nationalismes et notamment avec l'élection américaine, donc qui va se retrouver d'autant plus isolée qu'elle va être dangereuse puisque isolée, elle va devoir redoubler sa propagande face au monde en étant seule, donc ça la rend d'autant plus dangereuse. Et finalement, Macron n'en est que l'expression paroxystique, mais derrière, ils convergent tous. Et ils sont tous sélectionnés quelque part pour converger derrière lui, puisqu'ils ne sont pas placés par le peuple. La réalité, c'est qu'ils sont placés par un système oligarchique, apatride, nomade, et donc qui n'en a rien à faire de la France, et qui entend dissoudre la France dans un projet beaucoup plus vaste et beaucoup plus ambitieux. Donc c'est contre ça que nous on cherche à s'ériger. C'est aussi pour préserver ce qui fait de nous des Français, pour préserver notre culture, pour préserver notre héritage, notre avenir, parce qu'on ne veut pas forcément d'un monde et que surtout ce mondialisme finalement, et c'est souvent le paradoxe que je soumets aux gens d'extrême gauche, c'est-à-dire que par leur universalisme mondialiste forcené, ils veulent un monde finalement qui est le monde le plus propice au totalitarisme. Parce que quand il y aura plus que une espèce humaine, on va dire, de même culture, qui est en fait un brassage de toutes les sous-cultures, notamment la sous-culture américaine comme ça, et qu'il y aura plus du tout de diversité, et qu'il y aura plus qu'une seule gouvernance mondiale, et qu'il y aura un monopole de la gouvernance, eh ben là, on aura un terreau parfait pour instaurer une dictature mondiale, puisqu'il n'y a plus d'alternative. Et il y a plus d'exemples aussi alternatifs à travers le monde. Et moi, je suis pour la diversité, mais la diversité par les nations. Parce que c'est ça l'enrichissement. C'est aussi de pouvoir aller chez son voisin et de profiter de sa richesse culturelle, de ce qu'il a pu produire lui aussi et de son héritage historique. C'est pas faire tabula rasa et puis faire une espèce de mélange informe et inculte comme ça qui se base sur rien et qui reprend tout de zéro. Alors François, avant de parler, et ça sera vraiment la dernière partie, bon, on va déborder avec vous ce soir parce que vraiment on ne peut pas vous arrêter. Là, je ne peux pas stopper l'émission là maintenant, mais quand même, je voulais vous soumettre ce sondage dont j'avais parlé sur la minute de Ricardo, un incroyable sondage effectué par Harris Interactive pour répondre à vos interrogations. L'enquête révèle que la majorité des Français rêvent de femmes et d'hommes politiques qui ne soient pas des professionnels de la politique, pas des professionnels. C'est ce que rapporte 20 minutes. 80% des sondés veulent être représentés par des personnes n'ayant jamais été membres de partis politiques. 80% en France, vous vous rendez compte? 79% par des candidats n'ayant jamais exercé de mandat électif. Vous vous rendez compte? Plus de 4 Français sur 5 affichent leur souhait de voir participer à la vie politique davantage de personnes d'origine modeste, comme vous disiez, de femmes, 82%, de jeunes, 81%. Mais 90% des Français veulent surtout des élus ayant travaillé en entreprise, donc dans le privé. 9 Français sur 10 estiment qu'un renouvellement du personnel politique est aujourd'hui plus que nécessaire, tant au niveau des institutions que du Parlement ou de l'exécutif. Vous vous rendez compte un peu de ça? C'est énorme ce sondage. Oui. Et ça montre l'exigence des Français d'en revenir à une véritable représentativité. Parce que actuellement, les gens qui sont censés nous représenter ne sont pas à notre image. Quand on vous met des gens finalement au pouvoir qui sont soit multimillionnaires, soit qui ont des carrières de hauts fonctionnaires, etc., c'est pas représentatif de la grande majorité des Français. Et quand on vous met des gens qui sont prétendus très populaires,
ce sont des caricatures, souvent des analphabètes basiques et primaires qui n'ont jamais ouvert un livre. Je pense à Doléogu, mais il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, c'est compliqué parce que dans les deux cas, on nous sert en fait une représentation complètement caricaturale, quoi, et je vais être vulgaire, mais on se fout ouvertement de notre gueule, quoi. C'est clair que là, et aujourd'hui d'ailleurs, cette expression, elle est tellement devenue poussée et caricaturale que ben, je pense que les Français ils s'y adhèrent plus du tout, quoi. Le sondage, il est tellement évident. Je veux dire, ça ne peut pas en être autrement. C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un système de toute façon qui est à bout de souffle. Et puis de toute façon, on le voit. On est en train de changer de gouvernement à tour de bras. Plus rien n'est stable. Sans parler de l'absence de maîtrise économique, c'est une catastrophe. Mais je pense que ça fait partie du. Je pense qu'Emmanuel Macron est clairement quelqu'un de missionné pour couler la boîte. On le fait pour des entreprises, hein. On le fait pour des entreprises, hein. On nomme parfois certains patrons pour couler la boîte. Ça se fait. Et ben, je pense que c'est le cas de Macron avec la France. L'objectif étant, c'est pas de casser pour casser bêtement, mais on est dans une entreprise de dissolution dans le cadre d'un projet qui est beaucoup plus vaste, d'un projet d'abord européiste, mais par extension mondialiste. Et au-delà de ça, je pense qu'on est dans un projet aussi de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de destruction-création au sens schumpeterien du terme, hein, mais dans le but d'instaurer un nouveau paradigme économique, parce que l'Europe, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'agenda de Davos et que c'est l'agenda du WEF. Moi, la société que je décris dans mon dernier ouvrage, c'est cette société-là. C'est-à-dire que c'est une société qui se base sur le narratif de l'écologie punitive, qui se base aussi sur les problèmes sécuritaires comme les attentats dont on vient de parler, mais qui sont plus ou moins en fait créés de façon géopolitique et de façon liée au renseignement, pour à chaque fois aussi pouvoir instaurer des mesures de plus en plus liberticides et tout, qui nous conduisent vers un État. Finalement, l'Europe de demain, telle qu'elle est rêvée par Ursula von der Leyen, c'est une superstructure technocratique dans laquelle il n'y a plus d'élus et avec une porosité vraiment très importante entre le milieu de la finance et des GAFAM et la sphère politique. Et c'est comme ça qu'ils entendent gouverner après par un contrôle social très poussé et un verrouillage sous couvert de verrouillage numérique. Donc avec les CBDC, tout ça et tout le reste. Mais leur but finalement très luciférien, c'est d'avoir une emprise totale sur les individus, au point même, et ça je le disais tout à l'heure, d'aller jusqu'à contrôler leur volonté d'action, c'est-à-dire aller au plus profond d'eux-mêmes pour les empêcher de penser. Et ça, c'est très orwellien. Ah ouais, c'est vraiment dans l'esprit de ce que vous écrivez. On a hâte vraiment de lire votre dernier livre et j'espère que vous viendrez chez nous où il y a beaucoup de monde pour pouvoir nous en parler une fois qu'il sera sorti d'ici quelques semaines. Alors, juste deux ou trois dernières questions, mais très rapides, parce qu'on ne va pas trop déborder non plus, mais au sujet de votre foi, parce que ce qui fait tout votre discernement, je veux dire, ce qui fait toute votre richesse intérieure qui transparaît ici ce soir et que le public découvre, parce que peu de gens vous connaissaient au départ de cette émission. Et là, c'est vrai que les commentaires sont dithyrambiques à votre rencontre. Mais ce qui fait le tout, c'est vraiment aussi cette foi qui vous habite. Cette foi qui est très présente chez vous. Vous êtes en pleine période de catéchuménat, donc vous allez être baptisé sûrement durant l'année en cours. Vous avez pris conscience un beau jour de la richesse en fait de cette foi, une foi que vous disiez de pas forcément partager avec tout votre entourage ni votre famille. Donc vous avez rompu avec ça, vous avez une sorte de révélation en lisant le catéchisme, et c'est vrai qu'à partir de là, vraiment c'est une autre vie qui s'est dessinée, cette force qui est apparue en vous peut-être que vous ignoriez
jusqu'alors. Et donc, c'est superbe comme témoignage aussi, un témoignage de foi sur lequel je vous invite à revenir chez nous pour nous livrer plus en détail, mais peut-être nous en donner quelques aperçus là, ici même ce soir. Oui, alors moi, c'était pas quelque chose qui était évident pour moi, puisque je suis né dans une famille complètement athée qui ne m'a pas baptisé. Donc c'est pas comme je disais tout à l'heure, j'ai des parents moi très modestes hein, parce que quand je suis né, mon père était simple soldat. Après, il est passé sous-officier et ma mère, au départ, elle était sans emploi. Bon, après, elle a une maîtrise d'économie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est elle qui était très marxiste dans son approche et dans sa vision en fait à la fois sociologique et économique de la société et de la résolution de ses problèmes. Donc, elle m'a beaucoup imprégné de cette culture. Malgré tout, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce ressenti de quelque chose de supérieur, ce qui a fait que très vite, en fait, même enfant, dans ce milieu très athée, j'étais déjà à minima déiste, on va dire. Je pensais qu'il y avait quelque chose de supérieur et j'ai toujours pensé qu'il y avait un créateur quelque part. Voilà, et d'ailleurs, penser le contraire, ce serait aussi absurde qu'un robot qui penserait qu'il descend de l'aspirateur sans avoir de créateur, quoi. C'est, c'est, c'est un peu, à mon sens, c'est quelque chose d'assez évident. Et au fur et à mesure de mon parcours et de mon émancipation intellectuelle de tout ce système et de tout ce qui passe à la télévision, tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches en géopolitique et beaucoup de recherches notamment sur les religions. Et donc, j'ai lu les textes des trois principaux monothéismes. Et quand j'ai lu le Nouvel Évangile, j'ai eu cette révélation où j'ai vraiment compris le message du Christ. Ça m'a passionné et j'ai vu à quel point en fait tout notre monde s'articulait autour de ça et à quel point en fait ça m'a fait comprendre par effet finalement de négatif comme en photographie l'inversion des valeurs qu'on vivait actuellement, en quoi finalement le bien était quelque chose d'inné chez nous et à quel point on tentait de le détruire. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de volonté d'action. La volonté d'action, il y a une part d'autonomie dans ce qu'on fait, mais il y a aussi une part d'hétéronomie, c'est-à-dire de facteurs externes. Et dans ces facteurs externes, il y a la morale. Il y a la morale, et moi, je pense qu'il y a une forme de morale chrétienne quelque part, puisque nos actes sont dictés par le bien ou par le mal. Voilà, il y a cette force, le Saint-Esprit, qui fait que spontanément, quand même, la plupart des hommes s'orientent vers le bien quand ils ont des choix à faire. Si je vois quelqu'un en train d'agoniser, je vais aller le sauver. Je vais pas aller le. Et ben voilà, c'est comme ça. Et moi, en tout cas, j'ai ressenti cet appel et vraiment, je me suis passionné pour ça. Tout comme je me suis passionné de théologie, et ça transpire beaucoup dans mon premier essai, parce que je pense que c'est un des prismes par lequel il est essentiel de passer pour comprendre le monde actuel. Voilà. Et effectivement, c'est une force énorme dans mon combat. Et c'est pour ça que je tiens à me faire baptiser et que je suis rentré en catéchuménat, et ce sera pour cette année d'ailleurs, normalement, hein, 2025, parce que j'ai pas encore la date. Et je trouve ça passionnant parce que je peux échanger en plus avec des hommes d'église qui sont très érudits, pour certains. Et ça nous permet, eux aussi aiment beaucoup parce qu'on a des conversations vraiment très profondes et très passionnantes. C'est en termes de théologie. C'est très, voilà. Donc c'est pour le petit côté perso. Voilà, en tous cas, je vous remercie vraiment, François, du fond du cœur, d'être venu dans cette émission qui nous a beaucoup touché, qui nous a beaucoup ému, qui a beaucoup plu. Ben merci à vous. Hein. Vous êtes un super invité, un gendarme comme on n'en connaissait pas. En tout cas, merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes. Et puis, on a envie de vous suivre. Hein. Espérons que ce soit le bon gendarme qui nous guide là maintenant et qu'on soit derrière vous et qu'on puisse vraiment être en ligne droite par rapport à tout ce que vous prônez comme belle valeur, car vous êtes vraiment une belle âme. Ça, vraiment, les gens l'ont décelé. On sent chez vous beaucoup de véracité, de transparence, d'humilité également, et surtout un vrai brio intellectuel qui vraiment, dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et j'espère à très bientôt. Demain, on aura une superbe émission. Alors, je vous conseille vraiment cette émission demain aussi. Merci beaucoup.
parce que demain, on aura un juge pour enfants de Marseille qui viendra témoigner, lui aussi est empli de foi. Et il est tombé sur nos émissions, il a bien aimé, il voulait témoigner. Il sera là demain soir, c'est une très très belle émission demain soir aussi. Merci à vous de nous suivre si fidèlement. Beaucoup nous demandent comment nous aider. Ben, nous, c'est pas matériellement, c'est tout simplement en divulguant l'existence de cette émission autour de vous. Regardez le soir à 21h, YouTube, la Minute de Ricardo, vous regardez et vous allez voir des invités passionnants comme François ce soir. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle émission. Merci François. Merci. On merci. Au revoir. Au revoir.